Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce dimanche, l'artiste musicien Smokey, à l'état civil Serge Bambara. Il a été le porte-flambeau du mouvement hip-hop au Burkina Faso, artiste engagé notamment au sein du ballet citoyen. Il a également été du combat contre la modification de l'article 37 et la mise en place du Sénat. Promoteur du studio à Bazon, sa vie rime avec musique et activisme principalement en matière de gouvernance démocratique. Smokey, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'y avoir invité. Alors, nous allons procéder à un décryptage de l'actualité nationale et internationale avec vous. Mais avant tout cela, des nouvelles du studio à Bazon. Vous avez été victime d'un incendie récemment. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est un incident malheureux, on va dire, mais pour l'instant, les studios à Bazon sont, on va dire, plutôt au point mort, vu que c'est le deuxième événement à l'espace de même pas une année. Donc voilà, on constate les dégâts et puis on essaye de se réorganiser. Mais pour l'instant, c'est difficile vu que tout a été détruit. Il faut essayer de reconstruire tout cela, quoi. Alors, à quel stade est l'enquête? Est-ce qu'on en sait davantage sur le cours de cet incendie? On n'en sait toujours rien. On attend 3 rapports d'enquête, un rapport de la police nationale, un rapport de la police scientifique et un rapport de la Sonabel. Cela dit en passant, on attend aussi les résultats d'une commission rogatoire par rapport à l'enquête sur l'attaque du RSP il y a presque un an. On attend aussi tous ces rapports-là. Donc on n'en sait rien. En attendant, Smokey vit de quoi? Bien écoutez, je ne peux pas dire que je vis d'amour et d'eau fraîche, mais je vis, oui, je me débrouille comme j'ai toujours plus ou moins fait. Je tiens à mon indépendance. Et puis bon, j'essaye de me reconcentrer sur des objectifs qui ne sont pas si éloignés de cela, dans la créativité notamment. Je travaille à essayer de préparer le prochain album aussi en même temps. Bon voilà, on essaie de s'occuper comme on peut. Alors, avant de poursuivre cet entretien, un mot sur le mouvement hip-hop que vous avez contribué à populariser. Quels sont, on va dire, les ressorts de ce choix musical? Bien écoutez, il y a un certain Gandhi qui disait que l'idée du bonheur pour lui, c'était lorsque les paroles étaient en osmose avec les actes, en symphonie avec les actes. Et j'ai bien aimé cette définition du bonheur-là. Et pour moi, le hip-hop, c'est ça, c'est un mouvement. Au-delà d'une musique, c'est aussi un mouvement. Et un courant musical qui nous permet de nous exprimer et de dire ce que l'on pense. Au-delà de le dire, on peut réagir. Voilà, c'est ce qui m'a amené aussi effectivement sur le terrain. Ce que certains appellent les organisations de la société civile, mais nous préférons le terme citoyen, enfin on va dire mouvement citoyen. Mouvement citoyen parce que les OSC, on peut y fourrer tout ce qu'on veut, on peut ranger tout ce qu'on veut, très souvent, ce qui n'arrange pas. Mais voilà, nous, je me conçois d'abord comme... Je me pense comme quelqu'un de simplement qui doit se sentir responsable, comme n'importe quel citoyen burkinabé, de la vie qui l'entoure et du pays dans lequel il vit. Voilà. Justement, l'engagement de l'artiste, il tient à quoi? Il tient au fait qu'avant d'être un artiste, avant d'être un journaliste, un animateur ou un étudiant ou un maçon ou un mécanicien, vous êtes avant tout un citoyen parce que de par votre acte de naissance, vous avez une citoyenneté qui vous oblige d'une certaine façon à avoir un droit de regard sur la gestion de la chose publique. Donc à partir du moment où vous avez ce droit-là, soit vous vous en servez, ou soit vous fermez les yeux, vous mettez des œillères comme le baudet qui s'en va à l'écurie et puis vous ne voyez rien de ce qui vous entoure. On parlait justement des OSE tantôt. Dans les dernières années de l'ère Compaoré, vous avez franchi le Rubicon. C'est en tout cas une façon de présenter la chose, puisqu'au-delà de la dénonciation par le verbe à travers votre musique, vous êtes descendu dans l'arène avec le ballet citoyen. Oui, mais tout à fait, parce qu'il le fallait. À un moment donné, il fallait s'engager, il fallait d'une certaine façon prendre le lead d'une certaine partie, on va dire, de la jeunesse, notamment par rapport aux activités qu'on menait, aux dénonciations qu'on faisait déjà dans nos chansons, etc. Si on a un micro devant soi, qu'on a la chance d'avoir ce micro, on doit avoir la possibilité de dire ce qu'on pense. Et on ne doit pas dire n'importe quoi. Et on doit dénoncer effectivement les choses qui ne sont pas justes. Voilà. C'est un peu une mission obligatoire, on va dire, pour un des pays les plus pauvres du monde qui aspire à être un des plus grands de ce monde. Il faut qu'on commence déjà par dire non, par refuser de se soumettre. L'art, donc, pour vous, ne pourrait se concevoir de façon abstraite?
Non, il peut se concevoir de façon abstraite. Il y a des gens qui le conçoivent tel qu'il est. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, il y a une forme de réalisme qu'il faut avoir. C'est un peu comme si vous étiez un photographe, reporter, et que vous passiez votre temps à faire des photos de gens affamés, et que vous ne puissiez pas d'une manière ou d'une autre apporter aussi quelques soulagements à la souffrance de ces gens-là. Il y a une part de lâcheté dans cette façon de créer là. Moi, je me conçois comme quelqu'un qui doit avoir le courage de dire ce qu'il pense et penser ce qu'il dit. Alors, le ballet citoyen, je voudrais qu'on en parle. Vous êtes, on va dire, à fond depuis quelque temps. Oh, ça c'est vous qui le dites. Nous n'arrêtons pas. Vous avez entendu sur un certain nombre de sujets qui, on va dire, qui font la une de l'actualité. Relatifs à l'actualité. Et oui. pourtant, nous n'arrêtons pas. Je pense qu'il doit y avoir une certaine forme de sujet qui intéresse les médias et une autre qui l'intéresse moins. Voilà, sinon, nous n'arrêtons pas de mener des activités. En ce moment, nous sommes en train de mener des activités en partenariat, notamment avec les gens de l'Oxfam, pour la promotion de l'implication de la femme et de la jeunesse dans la société actuelle. Nous avons mené des activités dans des quartiers non lotis, vers Karpala, au sujet des parcelles, justement, pour sensibiliser l'opinion publique et faire rencontrer les élus locaux et les populations sur le problème des parcelles. Nous avons eu à mener un atelier, un atelier-conférence au niveau du CBC qui a refusé du monde. Et nous n'arrêtons pas de faire des choses, des curetages de caniveaux, des nettoyages de maternité. Récemment, nous avons fait une opération de don de sang au Siao, le week-end qui est passé juste là. Oui, mais tout ça, voilà. C'est bien, mais il ne demeure pas moins qu'on ne vous entend pas véritablement sur un certain nombre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à part des conférences de presse pour l'instant? Pour l'instant, je dis bien. Non, l'idée pour moi, peut-être, c'est de savoir si l'insurrection est terminée. Non, l'insurrection. Il y a ce débat vous connaissez bien notre société entre ceux qui sont dans l'insurrection permanente et ceux qui estiment que l'insurrection est terminée. Il faut passer à autre chose. Vous connaissez bien la formule qui dit que la lutte continue. La lucha continua, et si elle continue, seulement elle ne peut pas continuer en désordre. Elle peut pas continuer elle doit continuer de manière efficace. Et je crois que nous avons hérité d'un nouveau gouvernement qui semble avoir obtenu une certaine légitimité de par un consensus, une forme de consensus populaire au niveau de l'électorat. Nous attendons de pouvoir critiquer un régime, nous attendons de voir ce qu'il met réellement en place en termes de politique sur le terrain. Et je vous assure qu'actuellement, ça commence de plus en plus à jaser parce que justement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Voilà, donc je pense qu'il faut savoir écouter, il faut savoir observer avant d'agir. Il ne faut pas agir pour agir. D'accord, avant d'être dans la critique du régime actuel, nous allons peut-être parler de l'ancien régime, notamment, pas l'ancien régime de la transition. L'audit a révélé un gap de 1,7 milliard de francs CFA pour un régime qui était censé jeter les bases d'une république, on va dire, exemplaire. Pour vous qui étiez dans une posture de sentinelle de la démocratie et de la bonne gouvernance, quand vous avez ce chiffre-là, donné par l'autorité supérieure de contrôle d'État et lutte contre la corruption, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir failli? Non, point du tout. Nous ne pensons pas que nous avons failli à partir du moment où nous n'avons détourné aucun centime. Nous pensons simplement que, bien évidemment, il y a des priorités dans le développement du Burkina Faso et que si des gens ont commis des crimes, eh bien, ces gens-là doivent être arrêtés, tout simplement. Voilà, il faut aussi arrêter une certaine forme de diversion pour détourner une certaine partie de l'opinion publique sur les vrais problèmes que vivent la population du Burkina Faso. Lorsque quelqu'un a commis un détournement et que c'est prouvé, il faut tout simplement l'arrêter et le juger. Vous voyez, nous disons que la transition doit payer si des crimes ont été commis sous la transition. Et l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré, qui a été pendant 27 ans qui a fait régner la loi dans ce pays-là et entre guillemets l'ordre, eh bien, ce régime-là aussi doit rendre des comptes. Et plutôt 2 fois qu'une, parce qu'il s'agit quand même d'une gestion mafieuse et clanique qui a duré 27 ans. Donc nous sommes pour la justice à tous les niveaux, quel que soit, mais pas une justice ciblée, pas une justice particulière, ou une justice qu'on pourrait traiter de populiste. Est-ce que vous avez le sentiment que les acteurs de la transition sont aujourd'hui l'objet d'une sorte de chasse aux sorcières? Bon, à un certain moment, oui. Nous avons eu l'impression que c'était une façon de pouvoir, en fait, permettre à un certain arbre de cacher une forêt.
Parce que, bon, s'il est vrai qu'il y a eu des crimes, il y a eu beaucoup de choses de bien qui ont été faites. Hein. On ne le rappelle pas assez souvent. Beaucoup de lois intéressantes ont été votées sous le CNT. Je me rappelle d'ailleurs, je crois que c'est le CNT qui avait levé ce lièvre de 125 milliards d'impôts impayés et que jusqu'ici, nous n'avons récupéré que 4. Donc, on ne parle plus depuis des 121 milliards qui avaient fait la une à une certaine époque. Il y a des choses qui ont été faites. La loi sur les mines, etc., sur le code minier a été revu, la sacralisation de l'article 37, etc., etc. Il y a plein de bonnes choses qui ont été mises en place. Voilà. Donc aujourd'hui, le fait de mettre en place une campagne, des élections sans gadget, etc., sans possibilité d'achat de conscience, etc., tout ça, c'est des points positifs. Ouais. Donc à côté de cela, s'il y a des points négatifs, c'est bien. Mais maintenant, la justice doit faire son travail et on doit pouvoir passer à des urgences aussi. C'est-à-dire trouver de l'argent pour le pays en termes d'infrastructures, développer ce pays-là. Moi, pour venir ici, j'ai dû faire je ne sais pas combien de temps, parce que la circulaire même est dans un état piteux, honteux, pitoyable pour un pays comme le Burkina Faso. Et ça fait combien de mois que ça dure, hein. On a le problème de la RN18 aussi, qui attend d'être goudronné depuis je ne sais pas combien de temps. Donc il y a des priorités, l'eau potable, l'électricité, etc., le chômage, le travail pour les jeunes. Et je crois qu'il faut savoir faire des priorités pour effectivement qu'on puisse réussir à mener ce pays-là vers un avenir plus radieux, quoi. Voilà. Alors pour l'instant, on trouve que ce n'est pas encore le cas. Notamment pour les questions de justice, c'est une vraie honte. On va peut-être avoir l'occasion de revenir là-dessus, mais il y a cette idée partagée dans l'opinion que certains OSC ou leaders d'OSC ne sont pas clean pour faire un langage hip-hop, un langage que vous comprenez, on va dire, très bien. Dans la perspective justement de cette loi... Vous faites un procès d'intention, là. Non, dans la perspective de cette loi sur le délit d'apparence que vous avez contribué à promouvoir dans le cadre de la transition, on dirait que certains leaders d'OSC aujourd'hui ont une apparence pour le moins troublante par rapport aux moyens dont ils disposent. Écoutez, je crois que chacun doit balayer devant sa porte, sans faux jeu de mots, hein, mais que chez tous les membres des OSC ne se conduisent peut-être pas de la même façon. Nous pensons, nous, à notre niveau, qu'une OSC se doit d'être d'abord, ne doit jamais participer à l'exécutif, donc doit rester dans sa position de contre-pouvoir, parce qu'il s'agit de contre-pouvoir réellement, un pouvoir qui contrôle le pouvoir. C'est comme ça que nous voulons nous positionner. Donc en aucun cas nous pouvons participer à une quelconque soupe ou à un quelconque exécutif, ce qui serait vraiment en porte-à-faux avec notre règlement. Maintenant, nous laissons le choix aux autres de créer leurs propres règles et d'évoluer au gré de leurs besoins. Voilà. Mais les signes extérieurs des richesses dont on parle, vous le considérez, oui ou non? Écoutez, cette loi qui est sur les signes extérieurs des richesses, nous disons... Je parle des signes extérieurs des richesses en particulier pour des leaders d'OSC qui sont sortis du néant pendant la transition pour... Moi, je ne peux rien dire là-dessus. Si vous vous adressez à moi, je vous dirais que oui, moi, j'attends toujours qu'on fasse preuve d'une quelconque richesse. Voilà, parce que moi j'attends, on a entendu beaucoup de choses. V8, vous roulez en V8, moi j'ai ma vieille Mercedes sans climatisation, tout le monde sait ça. Je roule avec, je ne suis même pas, je n'habite même pas chez moi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Maintenant, vous êtes en train de dire actuellement au Burkinabé que vous n'avez aucun cadavre dans votre placard? Moi je n'en ai aucun, qu'on me sorte les cadavres. Moi je les attends. J'attends les cadavres de pied ferme. Et donc maintenant... Si vous voulez, je ne peux reprocher à personne d'avoir envie de mettre du beurre dans ses épinards. Mais je ne suis pas celui qui va juger autrui. Je dis que cette loi a été votée, c'est très bien, il faut l'appliquer maintenant. Effectivement, si on applique cette loi-là, je crois qu'on va pouvoir récupérer énormément d'argent. Énormément d'argent parce qu'il y a des gens qui se sont effectivement honteusement enrichis en l'espace de 6 mois, 1 an. Quand vous pensez que nous sommes dans un état où la politique finalement est devenue une façon de se renflouer les caisses, et que près de la moitié des milliardaires ou des millionnaires sont issus d'une certaine fonction publique, c'est-à-dire directement ou indirectement. C'est un scandale. C'est le lieu ici pour moi de rappeler que la politique, ça doit aussi être un sacerdoce au même titre que l'enseignement. On y va parce qu'on a envie de développer un pays et non pas développer ses comptes bancaires. Et croyez-moi, j'en suis persuadé. Donc votre cadavre, moi je l'attends. Je ne dis pas que vous en avez, je pose juste la question et je voudrais que vous puissiez donc vous justifier devant les Burkinabés qui veulent savoir.
On se souviendra également que votre organisation, le Balai citoyen, a joué un rôle dans la prise du pouvoir par le RSP, le régime de sécurité présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une page de l'histoire que vous assumez? D'une certaine façon, on a toujours assumé. Nous avons toujours dit que nous étions seuls. Hein. À un certain moment donné, nous avons eu cette impression-là d'être seuls. Il a fallu prendre des décisions rapides, des décisions d'une certaine façon pour éviter un chaos généralisé, parce qu'il faut le dire, il y avait des pillages, il y avait des agressions partout. On s'est suffisamment en long et en large expliqué là-dessus. Donc si c'était à refaire, on l'aurait refait. Plutôt que de sacrifier nos camarades en lançant un assaut sur Kouassiam, sachant les réalités qui régnaient à ce moment-là. Nous n'avions pas voulu avoir la responsabilité sur la conscience de milliers de morts. Donc nous avons pensé qu'il y avait peut-être une autre stratégie pour mener cette insurrection-là à bien, d'une certaine façon, et arriver d'une manière ou d'une autre à atteindre des objectifs. Est-ce que cette stratégie pourrait s'entendre un deal avec le RSP? Non, ce que vous appelez, ça dépend de ce que vous appelez deal. Parce qu'en anglais, deal, ça veut dire arrangement. Si c'est arrangement et non deal mafieux, oui, je pense que d'une certaine façon, c'était un arrangement. Un arrangement sur le fait que nous attendions à ce que ceux qui devaient mener cette sécurisation du territoire du Burkina Faso puissent mener à bien la mission qui leur avait été confiée, c'est-à-dire nous amener à un régime le plus vite possible de transition pour passer aux élections, ou pour avoir, en tout cas, obtenir un gouvernement entièrement civil. C'est ce qui a été fait. Je pense qu'avec la pression aussi, ça a permis d'y arriver. Donc le calcul n'était pas mauvais. Voilà. Nous avons plutôt fait confiance à la part d'humains qu'il pouvait y avoir, entre guillemets, dans la scélératesse. Nous avons préféré croire à la part d'humains qui existait et de patriotisme chez certains Burkinabés, même militaires, plutôt qu'à leur mauvaise part ou à leurs prétentions autres. Voilà. Et je pense que c'est un pari qui était peut-être un peu dangereux, probablement d'ailleurs qui ne risque rien à rien, mais c'est un pari, somme toute aujourd'hui, qui nous a, s'il y avait eu ce putsch, que nous avons dû d'ailleurs, nous avons dû d'ailleurs encore payer, voilà, parce que on ne le dit jamais assez. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été consentis pour y arriver. Et je vous assure que la décision à l'époque urgente qui avait été émise entre nous là-bas, notamment au niveau du camp Guillaume, c'était justement d'éviter plus de pertes de vie humaine, d'avoir un sens des responsabilités qui nous permettent en tout cas d'éviter que le maximum de gens puissent terminer assassinés sur l'autel de la République. Alors, le 15 janvier dernier, il y a eu les attaques du Splendide et du Cappuccino. Dans les provinces du Nord, on a assisté à pas moins de 7 attaques, dont la dernière en date ce 1er septembre avec la mort d'un douanier et puis d'une autre personne. Certains analystes estiment que c'est le démantèlement du RSP qui a formé un terreau fertile pour la multiplication de ces attaques. Au regard du vide sécuritaire que cela a engendré. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Non, moi je ne suis pas d'accord. De toutes les façons, ce régiment aurait dû être démantelé. On ne peut pas avoir le beurre, la fermière, le lait, etc., la vache en même temps, tout. On ne peut pas tout avoir. À un moment donné, si le processus démocratique bloquait, c'est bien parce qu'il y avait une garde qui était restée d'une certaine façon, qui jouait un jeu, un contre-jeu, qui ne jouait pas le jeu du peuple, voilà, etc. Et donc cette garde devait à un moment donné ou à un autre être dissolue pour permettre de réformer cette armée. Donc nous pensons que si effectivement ces attaques de sécurité ont augmenté, il ne faut pas oublier que M. Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil, honteux puisqu'il a pris la nationalité ivoirienne, contribue beaucoup à cette insécurité jusqu'à aujourd'hui, puisque c'était quelqu'un qui était dans le réseau effectivement de ce réseau de terrorisme. C'est quelqu'un qui négociait souvent avec les prises d'otages. Vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui négocient en général sont aussi très souvent les pompiers pyromanes. Bon, donc je ne vais pas remettre sur le tapis le trafic de drogue, le trafic d'armes et j'en passe. Mais je crois aussi que l'implication de Blaise Compaoré dans ce cercle politico-sécurito-terroriste dans la sous-région fait qu'effectivement, nous en sommes là effectivement à subir des attaques. Oui, mais il n'a pas encore été établi que l'ex-président Blaise Compaoré est directement lié ou indirectement à l'ensemble des attaques. Oh, vous savez, je pense qu'il y a eu aussi cette affaire d'écoute téléphonique qui est venue sur la table. Et les vrais savent qu'effectivement,
ces conversations ont existé. Mais peu importe, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a le rapport de World Crisis qui a cité plusieurs fois le Burkina Faso, et notamment Blaise Compaoré, dans le trafic d'armes. Et ça s'est écrit noir sur blanc par une institution internationale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a été cité dans le trafic de minerais, de diamants, le trafic d'armes, le trafic de drogue aussi, puisque pour acheter des armes, il faut de la drogue. Donc tout est lié. Bon, et vous n'êtes pas sans savoir effectivement que beaucoup d'otages ont été négociés par Blaise, et notamment l'ami principal de Blaise, Moustapha Chafi, qui est un des plus grands terroristes recherchés au niveau mondial. C'est quand même un ami, c'est le conseiller de Blaise. Je ne veux pas dire qu'ils se ressemblent, ça semble, mais je pense que tout cela aussi peut avoir un rôle sur la sécurité. Maintenant, moi, mon problème, ce n'est pas qu'on se dise, oui, qu'est-ce qui fait qu'il y a des attaques, c'est comment est-ce que nous on s'organise et comment est-ce que nous on peut réagir pour empêcher que ces attaques-là n'arrivent. Là est la vraie question, comme disait Norbert Zongo, puisqu'il disait qu'il fallait se poser les vraies questions. Justement, les Burkinabés sont désormais appelés à vivre avec justement cette réalité du terrorisme islamiste. Comment y faire face? Mais écoutez, moi je ne suis pas à la place de M. Simon Compaoré, puisqu'il est le ministre de la Sécurité. Mais moi je dirais qu'il faut, pour moi je pense qu'il faudrait un ministère à part chargé entièrement de la sécurité. Déjà, ça serait un bon point pour faire évoluer les choses. Et je crois aussi qu'il faudrait renforcer efficacement le matériel de ces forces de l'ordre. On ne le dit jamais assez, c'est l'occasion pour moi de remercier ces forces de l'ordre qui, au péril de leur vie, défendent des territoires avec peu de choses, qui parfois n'ont même pas de carburant, même pour se déplacer sur les lieux. Donc, je crois qu'il faut renforcer le matériel de ces forces de l'ordre, la formation, les écoles de formation en gendarmerie, en police, il n'y en a quasiment pas. Moi, j'ai vu qu'il y en a qui donnaient des cours même dans les lycées, qui récupéraient des écoles primaires même pour donner des cours à nos forces militaires. Je trouve que ce n'est pas normal. Donc, il y a une vraie volonté politique qu'il doit avoir de donner les moyens à ces forces de défense-là pour qu'elles soient actives sur le terrain. Au-delà de ça, nous avons aussi un parc automobile de l'État. Pourquoi ce parc automobile de l'État ou une partie de ce parc-là ne veut pas être gérée par cette sécurité-là pour que ces gendarmes, ces policiers qui ont en charge de notre sécurité, ces militaires, puissent avoir les moyens de se déplacer sur le terrain, puisqu'il s'agit aussi de cela. Au lieu qu'on distribue des 4x4 V8 climatisés à des gens, excusez-moi du peu, qui vont rendre peut-être moins de services que ces honorables personnes qui sont censées défendre la sécurité nationale. C'est une priorité, la sécurité nationale. Okay, alors on reste sur ces questions sécuritaires avec, dans le courant de cette semaine, ces groupes d'autodéfense appelés Kolwego qui ont remis au pouvoir public des armes qu'ils ont saisies auprès des délinquants, tout en continuant de revendiquer pour eux-mêmes le droit de continuer à porter des armes. Cette affaire de Kolwego, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je crois qu'il y a une relation de cause à effet. Voilà. Et que si aujourd'hui il y a eu création de groupes d'autodéfense, c'est parce qu'il y a eu problème de défense, il y a eu problème d'insécurité. Et que justement, toutes ces questions d'insécurité, les populations ont fini par se demander, se dire que l'État ne prenant pas ses responsabilités, des dossiers en justice n'étant pas, comment on appelle ça, résolus, il fallait peut-être prendre le taureau par les cornes et s'autodéfendre. Et c'est le manque de sécurité qui a mené ces populations. On ne peut pas leur jeter la pierre, à essayer de s'organiser pour défendre le territoire. En même temps, je crois aussi que force doit rester à la loi et à la République. Et que c'est vrai que trop de permissivité pourrait entraîner des dérapages. Voilà. Donc, en même temps, je pense qu'il faut soigner le mal à la racine. Pour moi, c'est-à-dire qu'il faut créer une forme de sécurité réelle au niveau du Burkina Faso, dans les provinces, dans les villes, etc., les campagnes. Oui, mais en entendant les Kolwego, ils continuent à avoir des armes, on décide de les dissoudre, qu'est-ce qu'on en fait? Non, on ne peut pas, d'une certaine façon, à mon avis, sous peine de risquer des dérapages, on ne peut pas légitimer cela. Hein. C'est comme si on demandait aussi à toutes les populations d'avoir le droit de s'armer. Et en ce moment, je pense qu'on ne va pas être très éloigné de ce qui se passe aux États-Unis actuellement, avec leur 13e amendement. Autant à ce moment-là, consacrer ça dans la Constitution et permettre à n'importe qui de jouer les cow-boys dans la rue. Voilà. Donc, par contre, l'approche peut-être pour négocier avec les Kolwego, elle doit être souple. On doit arriver à leur faire comprendre par une logique claire, en mettant les moyens qu'il faut derrière, qu'ils peuvent se contenter maintenant de dénoncer plutôt que d'agir. Voilà. De travailler en corrélation, d'ailleurs, avec ces forces de l'ordre.
Alors, sur le front social, les travailleurs des médias publics et des services d'information du gouvernement, sous l'égide notamment du Sénatic, étaient en sitting ce jeudi devant les ministères de tutelle. Sur les raisons de ce mouvement de revendication, on va dire, sur les raisons plutôt de ce mouvement, on va dire des revendications non satisfaites pour de meilleures conditions de vie et de travail et pour une plus grande liberté d'exercice de la profession pour les journalistes. Comment est-ce que vous réagissez à cette actualité? Écoutez, nous sommes dans un état de droit. C'est normal que les gens réclament leurs droits. C'est consacré dans la Constitution et la liberté est fondamentale. La liberté, c'est le genre de concept c'est ce que moi j'appelle l'intérêt général. L'intérêt général étant à l'opposé de la somme des intérêts individuels, comme certains pourraient le penser. L'intérêt général, ça peut être la liberté justement, la démocratie, voilà, la sécurité par exemple du territoire, etc. C'est un intérêt général qui mérite, pour lequel on doit se battre. C'est très bien, ça prouve qu'il y a une certaine vitalité. Moi, je ne suis pas contre que les citoyens burkinabés réclament leurs droits. Si cela se fait, si cela est objectif, cette demande est objective, oui ou non? La question, là, on doit la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des médias publics comme des médias privés, on peut dire les choses comme il faut? Est-ce qu'on peut, sans censure? Est-ce qu'il n'y a pas de censure, comment on appelle ça, souterraine, comme au temps de Blaise Compaoré, on disait qu'il n'y avait pas de censure, mais en bas, elle existait? Mais pour l'instant, nous sommes en direct, chacun d'entre nous est en train de dire les choses. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Ce sont des choses, des initiatives à encourager. Moi, je ne connais pas le contenu de toute la plateforme du Sénatic, mais j'imagine qu'ils ont leurs raisons. Et que ces raisons, à défaut d'être, comment on appelle ça, d'être objectives, sont valables et qu'elles doivent au moins être écoutées. Maintenant, après, je pense que c'est au gouvernement il appartiendra au gouvernement de décider. Et puis, voilà, on verra bien. Alors, je voudrais à présent mettre en parallèle deux conférences de presse. Celle de la coalition ZEF pour l'alternance, tenue la semaine dernière, et qui appelle à la tenue d'une conférence nationale des insurgés les 29 et 30 octobre prochains. Et la conférence de presse du groupe Burkinlum, tenue cette semaine, disons, et qui voit dans la proposition de diabrer un facteur de division pour des intérêts politiciens. Je précise que l'expression est de Maître Benouende Sankara, qui a également comme argument l'appel à la cohésion sociale et l'ancrage démocratique pour s'opposer à la conférence nationale des insurgés. Alors, face à ces deux positions, comment est-ce que vous vous situez? Écoutez, nous attendons que les deux éléphants se battent, parce que nous ne voulons pas être l'herbe qui va être piétinée, puisqu'il s'agit encore là de politique. Mais tout ce que je puis dire, moi, pour l'instant, c'est que sur cette polémique des insurgés, je pense que en dehors de la mouvance qui a travaillé à accompagner Blaise Compaoré dans son entêtement à modifier l'article 37, eh ben, tout le reste des citoyens burkinabés sont des insurgés. Nous sommes tous des insurgés. Donc moi, bon, je ne vois pas où le problème qu'il peut y avoir, mais je pense qu'on va aviser en amont, en fonction des insurgés, mais est-ce qu'au fond de vous-même, Smoky ne se revendique pas plutôt lui-même comme héritier de l'insurrection par rapport à d'autres Burkinabés? Ah non, pas du tout. Point du tout. Je dis, nous sommes tous des insurgés. Ça comprend la diaspora, le peuple burkinabé dans son entièreté, qu'il soit à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Chacun a joué sa partition, chacun a joué son rôle. Maintenant, donc il n'y a pas une question de qualité d'insurgé ou de voilà, il n'y a pas un degré d'insurrection. Alors nous sommes tous, de toute façon, dans le même bateau, appelés à se battre pour la même cause. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intérêt général, que nous devons pouvoir mettre au-dessus de nos intérêts individuels et égoïstes. Maintenant, la critique de M. Sankara est peut-être fondée. Les propositions de M. Zéphirin Diaby sont peut-être intéressantes, mais nous attendons de voir l'évolution du dossier, entre guillemets, pour voir quelle part nous pouvons prendre éventuellement à une telle... Est-ce que vous allez participer à la conférence nationale Non, ça ne va rien pour l'instant. Cette conférence nationale, elle doit avoir une thématique, elle doit se justifier par rapport à éventuellement une réflexion ou une action, etc. On doit en maîtriser dans tous les cas les contours, parce que si nous sommes un mouvement citoyen politique, si nous assumons cette part de politique, nous n'assumons pas, nous ne sommes pas un parti politique, donc nous ne nous impliquons pas dans l'exécutif et dans la gestion du pouvoir, ce qui est très différent d'un parti politique. Donc nous attendons de voir
quelle sera réellement la plateforme, quels seront les points qui vont être abordés lors de cette conférence et qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter d'intéressant à cette conférence-là avant de nous impliquer. Voilà. On peut donc retenir que pour l'instant, vous renvoyez dos à dos Zef et M. Sankara. Ben, écoutez, ce sont des caïmans du même marigot. C'est une façon de parler pour dire qu'ils étaient dans le CFOP ensemble, ils ont fait leur politique ensemble. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils se connaissent très bien. Et donc peut-être qu'il y a une histoire de stratégie, je n'en sais rien, mais dans tous les cas, moi, ce qui m'intéresse dedans, et ce qui nous intéresse en particulier, c'est ce que le peuple peut y gagner. Voilà. Donc, ce qui va nous amener éventuellement à participer à une quelconque réflexion, action, c'est est-ce que le peuple burkinabé, en majorité, y gagnera quelque chose? En ce moment-là, oui, nous pouvons peut-être suivre une telle initiative. À présent, une actualité dans laquelle vous êtes directement impliqué, il s'agit du projet de mémorial et de mausolée pour le président Thomas Sankara. Ce qui fait le buzz, c'est ce communiqué sur le site thomasankara.net et qui voit dans ce projet une récupération gouvernementale, tout en faisant de la justice pour Sankara un préalable à toute participation à cette initiative. Comment est-ce que vous réagissez? Écoutez, je pense qu'il y a eu des polémiques partout, pour tout. Il y a eu aussi la polémique à une certaine époque pour l'érection d'un monument pour Kwame Nkrumah. Et finalement, aujourd'hui, les Ghanéens, dans leur entièreté, sont tous fiers d'avoir un tel mémorial à la gloire de ce grand homme qu'est Kwame Nkrumah. Donc je reviens encore avec cette histoire d'intérêt général. Est-ce qu'un mémorial pour Thomas Sankara, c'est pas au-dessus, c'est pas plus important que nos petites guéguerres individuelles ou claniques? Je crois que oui, je crois que ce grand homme, c'est un capital pour le Burkina Faso et qu'il serait bien temps, enfin, que ce mémorial-là, que tout le monde puisse mettre à la patte pour que ce mémorial-là lui rende hommage. Voilà. Au-delà de ça, je pense aussi que c'est important que la justice se fasse pour Thomas Sankara. Mais je ne crois pas que le mémorial soit en contradiction avec la justice. Voilà. Nous pensons au contraire, entre camarades d'ailleurs, que ce mémorial-là peut très bien contribuer à accélérer, à mettre la pression pour que cette justice-là puisse être obtenue au sujet de l'affaire Sankara. Parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, pourront visiter l'espace, se remémorer certaines actions de la Révolution, s'attribuer cette part de leur histoire et effectivement agir dans ce sens-là pour que justice soit enfin faite pour Thomas Sankara. En fait, ceux qui s'opposent à la réalisation du projet, ils restent convaincus de la pertinence de la réalisation du mémorial, mais ils estiment que ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Écoutez, il n'y a pas de prix pour l'instant. C'est ça, c'est bien là le truc. C'est qu'aujourd'hui, tous les membres de ce mémorial, exactement de la même façon, puisque je fais partie aussi de l'association. En fait, pour être plus précis, le ministre Tahirou Barry a été cité comme étant une personnalité qui, d'un point de vue de sa stature, qui ne peut pas véritablement agir dans le sens d'une plus grande justice pour Sankara. Et qu'au-delà de tout, il y a des arrière-pensées politiques derrière l'implication du gouvernement dans ce projet. Écoutez, nous en sommes aux pensées. Nous ne pouvons pas nous amuser à combattre les arrière-pensées. Nous avons déjà des problèmes avec les pensées et les paroles tout court. Voilà, donc pour l'instant, je pense que si le gouvernement a la volonté d'accompagner un tel projet, c'est tant mieux. Tant mieux. Tous les fils et les filles du Burkina Faso, comme je l'ai dit, dans l'intérêt général, doivent se tenir la main pour qu'un tel mémorial puisse être réalisé. On n'a vu nulle part l'érection de telles œuvres dans un État sans qu'un gouvernement ne s'implique d'une manière ou d'une autre. Et ce que nous attendons du gouvernement, c'est bien évidemment déjà l'obtention de l'espace en question, qui serait un véritable pied de nez déjà à l'histoire. Nous pouvons nous passer de l'accord du gouvernement pour avoir la permission d'obtenir cet espace-là. Donc, le dimanche dernier, le professeur Luc-Marie Subriga, sur ce même plateau, à votre place, avait estimé que le lieu, notamment les conseils de l'entente, posait problème.
Non, je ne suis pas de cet avis, mais vous savez, tous les raisonnements sont légitimes, même ceux des éventuels polémistes. Chacun a une certaine angoisse, un certain doute à ce qu'une chose puisse se faire ou se faire normalement comme ça devrait le faire. Nous pensons qu'on doit faire un minimum confiance aussi aux Burkinabés et que cette chose peut se mener. Moi, je ne suis pas, je trouve qu'au contraire, c'est un vrai pied de nez de l'histoire que cet espace-là puisse être réutilisé justement en la mémoire, à l'enracinement de la mémoire de Thomas Sankara. C'est un vrai pied de nez à l'histoire et surtout aux bourreaux, à ceux qui ont assassiné Thomas Sankara, que l'endroit où il a été assassiné puisse finalement, contrairement pour tuer le mythe, puisse contribuer au contraire à répandre le mythe au niveau international. Je trouve que c'est une belle fin. Voilà. A contrario, lui, il estime par exemple que Thomas Sankara n'est pas le seul qui serait décédé au Conseil de l'Entente. Les autres morts, qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez, c'est pareil. Je pense que si une initiative est menée pour un mémorial tel que le mémorial de Thomas Sankara, forcément que cela va aussi englober tous les martyrs qui ont été touchés au sein de cet espace-là. Forcément, il y aura des archives, des documentations. Thomas Sankara étant un des plus illustres qui y soit tombé et des plus connus, il va sans dire que bon ben voilà, ce projet porte son nom, mais ça ne veut pas dire que les compagnons de Thomas Sankara et tous ceux qui ont été torturés, toujours à tort, jamais à raison, ne vont pas être aussi, comment on appelle ça, remis sur la page de l'histoire pour qu'enfin cette nouvelle génération puisse s'emparer de sa propre histoire. Alors, on reste toujours dans l'actualité, cette fois au Parlement, même si on va revenir sur Thomas Sankara, avec Salif Diallo, le président de l'Assemblée nationale, qui demande au gouvernement d'apprendre à se passer des institutions de Bretton Woods. Est-ce que pour vous, ce n'est pas, on va dire, un discours aux accents quelque peu sankaristes Bon, c'est un discours aussi aux accents quelque peu démagogiques, il faut le dire aussi, parce que, bon, ben, il fut un temps où, effectivement, M. Salif Diallo a beaucoup participé à l'enracinement de ces décisions de Bretton Woods à travers le PAS et autres. Il y a contribué, ne serait-ce qu'aussi même à l'introduction des OGM avec Monsanto. Vous savez que c'est devenu un problème aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, comme quelqu'un a dit, mieux vaut tard que jamais. C'est bien que le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui pense que... mais ce que je n'ai pas compris dans le discours, c'est que d'un côté, il a effectivement admis que c'était une forme d'impérialisme et qui écrasait le développement de nos sociétés africaines. C'est un discours sur lequel vous vous rejoignez. Oui, mais de l'autre côté, il réclame un endettement supérieur à ce qui est actuel, avec ces mêmes institutions. Donc il y a un discours un peu contradictoire que je n'ai pas bien compris. Voilà, soit on s'auto-développe nous-mêmes, développement endogène à l'instar de ce que le professeur Joseph Kizerbo disait, soit on se développe en continuant cette forme de mendicité internationale. Et moi, je suis pour ce développement endogène-là. Je pense que nous pouvons au contraire réduire cette part. Et nous avons les moyens de réduire cette part comment on appelle ça, d'apport extérieur là, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Nous devons être à cheval sur les principes. Et aujourd'hui, vous savez très bien que, comme moi, qu'il y a beaucoup d'argent, des milliards de francs CFA qui ont été détournés, qui ont été volés, qui dorment, et que l'État burkinabé pourrait récupérer. Au moment où je vous parle, beaucoup de gens recherchés par la justice burkinabé sont à l'extérieur et continuent de toucher qui des loyers, qui vendre des maisons, qui des actions, etc. dans ce pays. Pendant qu'ils sont sous le coup d'une certaine justice, ils continuent de s'en mettre plein les poches. Je trouve que ce n'est pas normal. C'est comme si on disait que, bon ben voilà, arrêtez, la chanson d'Alpha Blondy, travailler c'est... travailler, c'est trop dur. C'est trop dur et voler, c'est pas bon, voilà. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on est en train de nous dire que finalement c'est l'inverse. Travailler, c'est bien, voler c'est bien. Hein. Donc il vaut mieux voler plutôt que de travailler, quoi. Voilà. Et c'est pas une bonne morale, quoi. Alors, on s'arrête là pour ce qui est de l'actualité nationale. Hors de chez nous, l'actualité sur le continent, c'est d'abord l'élection controversée d'Ali Bongo. 5500 à 6000 voix d'avance, selon les chiffres officiels, sur son challenger Jean Ping, qui lui s'est autoproclamé président élu. Écoutez, là, je crois que il faut respecter le choix du peuple, c'est tout.
Sams Kalodia l'a chanté, il faut respecter le choix du peuple. Voilà. Et il faut respecter les principes, il faut respecter les règles du jeu démocratique qu'ils ont eux-mêmes édictées. Voilà, et je crois que c'est clair qu'il y a eu de la manipulation au niveau électoral au Gabon, et force doit rester à la loi, force doit rester, raison doit rester au peuple gabonais. Le peuple gabonais a fait un choix, et ce choix doit être respecté. C'est exactement comme si, je ne sais pas moi, certains n'étaient pas d'accord, par exemple, pour le choix du peuple burkinabé, de ce gouvernement-là, le gouvernement actuel du Burkina Faso. Mais tout le monde est obligé d'entériner ce choix, parce que c'est un consensus populaire issu d'élections quasi transparentes, en tout cas, qui ont été décrites comme telles, des élections transparentes. Donc, du même coup, ce choix est entériné et légitimé. Donc aujourd'hui, ici, il y a toute cette bagarre au Gabon aujourd'hui, et malheureusement des pertes en vie humaine, et vous le voyez bien, plus d'un millier de personnes emprisonnées. Je crois qu'il faut, au-delà des personnes, au-delà des individus et de leur représentation politique, ou de leur profil psychologique, ce qui est important pour moi, c'est le respect du choix du peuple gabonais. Alors, Ali Bongo dit que la démocratie s'accommode mal la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. Donc, ce sont les propos qu'il a tenus au lendemain de la proclamation de sa victoire à la présidentielle et des violentes contestations qui s'en sont suivies. Je signale au passage que l'Assemblée nationale, effectivement, a été incendiée. Pourquoi l'opposition ne ferait-elle pas prospérer sa cause en utilisant, on va dire, les voies légales telles que préconisées par Ali Bongo Ondimba? Ben écoutez, je crois que ce sont des voies légales qui ont été utilisées, mais avec des dérapages. Voilà. Et la démocratie, soit dit en passant, s'accommode mal aussi de fraude. La démocratie s'accommode mal de dynastie. Une dynastie Bongo qui est là depuis plus de 40 ans. Presque 40 ans. Voilà, donc ce n'est pas normal aussi. Donc je crois que ce sont comment on appelle ça, les Gabonais et l'opposition gabonaise a exploité la constitution gabonaise pour marcher. Et je crois que ça s'est mal terminé. Et voilà, c'est des choses qu'il faut déplorer. Mais en même temps, on ne peut pas se servir de cela pour mettre un millier de personnes en prison, assassiner des gens, et puis ne pas vouloir effectivement montrer d'une certaine façon, entre guillemets, patte blanche. Voilà. Certains ont dit, c'est vrai, que M. Jean Ping a à un moment donné refusé cette possibilité aux Ivoiriens, le fameux recomptage des voix. Je me rappelle qu'il n'est pas le seul, je me rappelle que même Ali Bongo l'a fait. Ali Bongo a refusé cela aussi, il était du même avis à la même époque. Donc maintenant, c'est une histoire qui concerne les Gabonais. Je crois que les Gabonais savent mieux que nous ce qui est bon pour eux. Mais en même temps, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'Africains, c'est que le président africain commence vraiment à respecter les principes et les règles d'un jeu dit démocratique. Il faut que les présidents africains commencent à se rendre compte qu'on est en 2016 et qu'on n'est plus dans des histoires de petites chefferies, etc., ou comment on appelle ça, de dynasties où chacun peut en mettre plein les poches, etc. On le voit au Togo, on le voit au Cameroun, on le voit au Tchad, on le voit au Congo, dans les deux Congos, parce que le Congo, ça a chauffé. Le Congo, c'est en train de partir aussi, comme ça. On vient de libérer des éléments de la lucha, là, Fred et Yves, mais on n'a pas levé leurs accusations. Et il y a beaucoup de débandades dans ce dossier-là. En RD Congo. Alors, le recomptage de voix, il a été demandé par Jean Ping, qui est quelque part soutenu en cela par la France, les Nations Unies, les États-Unis et tout ça, la communauté internationale. Est-ce que vous pensez qu'il faut recompter? Moi, je suis d'avis qu'il faut recompter quand on n'a rien à cacher, qu'on recompte. Parce que, avouez que c'est quand même bizarre que la dernière circonscription puisse compter 99,73 quand même votants. Faut pas exagérer non plus. 99,73, ça veut dire que tout le monde, c'est-à-dire même les poulets même presque ont dû aller voter. Donc on voit bien qu'il y a eu certainement un gonflage des urnes à la fin du processus pour justifier cela. Donc, si effectivement ce n'est pas le cas, je crois que ça ne déshonore pas le président Ali Bongo de procéder à un recomptage. En aucun cas, au contraire, c'est une preuve comment on appelle ça, de bonne foi.
Les soutiens d'Ali Bongo estiment par ailleurs que Jean Ping également a bénéficié, disons, d'un soutien massif dans son fief électoral. Mais justement, voilà pourquoi je pense qu'il faudrait recompter. Moi, je ne suis pas contre. Si effectivement, tous les deux ont fraudé, le recomptage permettra de recadrer réellement le truc. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que on a l'impression qu'on veut faire un pas en avant, deux pas en arrière. Et si on enlève cette histoire d'impérialisme, de pression internationale, etc., de contrôle, parce qu'il semble que c'est surtout cela qui énerve les Africains que nous sommes, c'est le fait qu'il puisse y avoir une mainmise, un contrôle, une ingérence de l'international sur les affaires nationales du Gabon. Et justement, Jean Ping a déclaré que les forces obscures se sont toujours organisées pour mettre à la tête de l'État gabonais celui qui n'a pas été élu. Mais Ali Bongo lui-même en est, effectivement, Jean Ping aussi en est aussi un exemple, hein, parce que Jean Ping a collaboré avec ce système, ce clan Bongo, pendant des années. Tous les deux sont comptables de ce type de collaboration suspecte. On peut le leur reprocher. Mais maintenant, je dis, on n'a qu'à oublier toutes ces histoires de personnes, cette histoire de jeu politique, cette histoire de profil ou de profil psychologique des deux individus, et simplement s'intéresser au droit, à ce qui est juste et aux principes, voilà, démocratiques. Alors, le Gabon n'est pas le seul pays dans la tourmente en Afrique centrale. Vous l'avez souligné tantôt, il y a aussi la RD Congo, avec ce dialogue politique ouvert cette semaine entre le camp présidentiel et l'opposition congolaise. Un dialogue qui pourrait avoir des allures de monologue si l'opposition continuait à jouer la politique la chaise vide. Mais l'opposition a tout à fait raison. Moi, je lui donne raison. Parce que ce dialogue, depuis le début, est biaisé. Déjà par la nomination d'un soi-disant facilitateur du nom de Kodjo, d'Edem Kodjo, que nous avons même refusé ici. Ce sont les mêmes qui se baladent, ce sont les mêmes qui, soi-disant, au lieu de rassembler, finissent par créer la discorde. Est-ce que ce sont des gens qualifiés, vu les casseroles qu'ils ont traînées? Est-ce que ce sont des gens qualifiés pour mener ce type de dialogue? Je n'en suis pas sûr. Et je crois que le choix sur la personne de Kodjo même est lié au fait que certainement le président Kabila se dit qu'il en sortira avec plus de points positifs pour lui. Voilà, et je crois que l'opposition a compris ça, et c'est pour ça que l'opposition n'est pas intéressée. Edem Kodjo est quand même considéré comme un des sages de l'Afrique, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a que les politiques qui considèrent Edem Kodjo comme quelqu'un de fréquentable. Toutes les populations africaines vous diront que non, voilà. Et pourquoi est-ce que nous n'en avons pas voulu ici? C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là. Et nous avons bien vu jusqu'où cette médiation-là lors du putsch, a pu aller dans la défaveur même du peuple burkinabé, parce qu'on a mis des gens qui étaient plus ou moins mouillés dans le système. Et je crois que le peuple congolais a le droit de choisir le médiateur qu'il veut dans cette crise-là. Pourquoi on ne concède pas ce choix-là au peuple congolais? Pourquoi on ne respecte pas le choix des peuples même tout court? Pourquoi à chaque fois il faut que le peuple soit obligé de crier, de casser, de brûler des assemblées nationales, etc., pour que le droit et son choix soient respectés? Voilà, je trouve que ce n'est pas normal. Alors, hors du continent, au Brésil, il y a Dilma Rousseff qui a été destituée, l'ex-présidente brésilienne qui s'est battue jusqu'au bout, parle de manipulation politicienne et de coup d'État. Son vice-président Michel Temer et les sénateurs qui ont voté sa destitution motivent leur vote par l'exigence d'un assainissement de la gouvernance. Alors, légitime ou pas légitime la destitution de Dilma? Ben, écoutez, j'avoue que je ne maîtrise pas le sujet de Dilma Rousseff. Je crois que la constitution brésilienne doit permettre cela. Et comme elle le permet, j'estime que le droit est dit. Maintenant, est-ce que Dilma Rousseff est vraiment... Michel Temer aussi traîne beaucoup de casseroles. Oui. Tous les analystes disent que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais pu se faire élire président en dehors de ces conditions-là. C'est ça le problème de la loi. Il existe des lois pour contourner les lois. Quelqu'un peut traîner des casseroles, encore faut-il prouver qu'il entraîne. Je ne sais pas comment ça se fait que l'ex-présidente Dilma Rousseff n'ait pas pu, d'une certaine façon, mettre à nu ces casseroles-là en question. Et surtout qu'elle était quand même issue d'un pouvoir fort
d'un point de vue populaire, légitimé par Lula, son prédécesseur. Donc à un moment donné, ce scandale financier-là, effectivement, a fait qu'il y a eu une certaine désertion dans les rangs comment on appelle ça, des citoyens qui soutenaient Madame Dilma Rousseff. Je crois que si elle avait une certaine force quand même déjà pour pouvoir clarifier ses comptes et éventuellement mettre à l'amende celui qui l'attaquait. Donc, moi, à partir du moment où c'est une décision qui s'est faite en respectant les règles de la constitution brésilienne, moi je me dis, bon ben voilà, au-delà du fait qu'on peut regretter qu'une femme présidente a été exclue du mandat, parce que c'est rare les femmes présidentes, il faut le souhaiter de plus en plus, eh bien au-delà de ça, je me dis que la règle du jeu politique brésilien a, semble-t-il, été respectée. Alors on quitte le Brésil pour l'Europe, précisément la France, où c'est la rentrée politique actuellement, avec cette démission cette semaine d'Emmanuel Macron. Quelqu'un que François Hollande aurait fabriqué, on va dire, de toutes pièces. Il lui a mis le pied à l'étrier aujourd'hui. Il a des ambitions en ce qui concerne sa place. Oui, ben écoutez, je pense que c'est aussi un calcul politique. Malheureusement, les politiques passent leur temps à faire des calculs, c'est tout. Si démission il y a eu, je crois que c'est certainement pour des ambitions éventuelles de présidentiables. Voilà. Quelle est la stratégie? Je crois que ça doit commencer par là. Est-ce que vous entendez par ambition de présidentiable, ambition pour la France ou ambition pour Macron? Ambition pour Macron, ben, il va sans dire que la campagne ce sera pour la France, mais suivant un peu le dossier de loin, je crois savoir que ça fait partie des personnalités les plus aimées par les Français, les personnalités politiques j'entends. Donc je pense que c'est certainement pour cela que le monsieur est en train de préparer déjà éventuellement une éventuelle candidature à la présidence française. Voilà. Bon. Question de stratégie, mais il y a de profondes réformes à faire dans ce pays, qui fait de moins en moins l'unanimité déjà au niveau de l'extérieur, déjà par sa politique extérieure exécrable, on va de pire en pire, hein. Beaucoup de gens sont unanimes là-dessus. Il y a une vraie réforme à faire dans le système politique français pour remettre les choses à plat. On a vu l'intolérance qui commence à monter un peu partout, etc. Et c'est pas bon du tout. Donc je crois que le prochain président aura une très lourde tâche à effectuer pour rééquilibrer tout ça et éventuellement redorer, s'il y a possibilité, redorer le blason de cette France-là. Parce que aujourd'hui, les gens sont plus prêts, comme on dit. Alors nous sommes quasiment au terme donc, de cette émission. Peut-être dernière question. Smoké a franchi le pas en quittant le domaine on va dire, la musique pour se retrouver dans la société civile. Est-ce que c'est un pied à l'étrier pour se retrouver sur le terrain politique dans les années à venir? Non, moi, j'ai jamais quitté la musique. Je suis toujours dans la musique. N'eût été l'incendie de mon studio, je serais actuellement sur mes machines. Donc, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je vous ai dit, c'est un combat citoyen qui va de pair avec la musique que je fais, l'engagement que je mène à travers ma musique. Nous sommes 19 millions de Burkinabés maintenant. Chaque Burkinabé est présidentiable, chaque Burkinabé a le droit de s'intéresser à la gestion de son patrimoine et de la chose publique. Donc, pour l'instant, en tout cas, moi, c'est la culture et c'est la musique qui m'intéresse et non pas la politique. La politique est juste un moyen pour moi pour critiquer les choses qui ne vont pas, et soit dit en passant, notamment au niveau de mon ministère de la Culture, parce que quand vous avez parlé de la France, quand je prends un pays comme la France, eux, ils ont 3,6% du budget de l'État au ministère de la Culture, et ils trouvent que ça ne suffit pas, ils se plaignent. Nous, on n'a même pas 1%, et je trouve que c'est un scandale. La culture, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est pas l'ennemi du changement, bien au contraire. Je pense que la culture est son plus fidèle compagnon. Et si on veut vraiment qu'on change les choses, il faut qu'on donne les moyens à la culture. Parce que la culture, c'est le bouillon de la réflexion. Et c'est la chose qui peut cimenter aussi, effectivement, créer la cohésion sociale lorsque rien ne va, etc. C'est la culture qui est responsable de tout ça. Donc on ne voit que l'aspect financier et économique de la culture, alors qu'il y a un aspect cohésion sociale, etc., réflexion profonde de la société, etc., qui est très important pour faire évoluer un État. Alors, on s'arrête là pour ce soir. Difficile d'épuiser, on va dire, l'ensemble des sujets à l'ordre du jour.
Merci donc Smoké d'être venu sur ce plateau. Merci à toi et merci aux téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un quart d'heure, sinon même moins d'un quart d'heure, le journal de 20h avec Nathalie Kaoré. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.